je crois qu'on peut dire merci aux fans présents sur place parce qu'ils ont mis une ambiance de folie. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Extreme Rules 2021. On commence avec le kick-off où on a eu un match, c'était Liv Morgan face à Carmella. Alors certains se sont plaints que ce match soit dans le kick-off et pas dans la carte principale. Très honnêtement, c'était un match de kick-off, c'était un match qui avait sa place dans le kick-off. Moi, c'est à cette place que je l'imaginais et donc il a été mis à cette place. Match plutôt correct. Alors, on a eu une promo, bien évidemment, de Carmella, qui est toujours insupportable, hein, bien évidemment, qui va dire que c'est la plus jolie. Comme d'habitude, hein, c'est la femme la plus jolie de la WWE. Elle est là parce qu'elle est jolie. Bon, c'est bien au moins parce qu'elle le sait. Mais bref, en tout cas, on a ce combat qui est correct, comme je l'ai dit. Une Liv Morgan qui se donne toujours à 2000%. Et surtout une Liv Morgan qui va être très 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 appréciée, qui va être très 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 acclamée. Le public est à fond derrière Liv Morgan. Le public adore Liv Morgan. Et ça, c'est très bien. Devant un public aussi chaud pour un kick-off, c'est toujours trop trop bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi pour les superstars présentes dans le kick-off. Et voilà, vraiment, ça fait plaisir pour tout le monde. Et même à regarder, ça te donne plus envie de regarder ce match de kick-off quand le public est investi directement. Liv Morgan qui va finalement remporter ce combat. Et très honnêtement, après ce combat, je me dis qu'une chose, mais comment on ne peut pas faire quelque chose avec Liv Morgan? Vraiment, il y a vraiment quelque chose à faire avec Liv Morgan, que ce soit sur le ring, que ce soit en termes de charisme. Elle a une personnalité, elle a quelque chose que le public adore. Voilà, faut capitaliser dessus et faire quelque chose, tout simplement. Faut vraiment faire un truc. La carte principale qui s'ouvre avec un match qui n'était même pas annoncé, un match qui a été rajouté à la dernière minute à cause d'une petite chose qui s'est passée dans le kick-off, c'est-à-dire que Bobby Lashley va s'en prendre à Biggie, et du coup, pour ouvrir le show, on a le New Day qui va faire face à Omos et Jay Styles, et donc Bobby Lashley. Sur le papier, c'est intéressant, mais ça reste un match de Raw, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est vraiment un match que tu peux voir à Raw, et t'as pas vraiment de construction là sur le moment, donc tu te dis, ok, bon, le mettre en début de show, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Et bah c'était une super idée parce que le combat était très bon. Alors ça a mis du temps à s'enclencher, à partir je trouve. On a un Kofi Kingston qui va être très largement dominé. C'est lui en ce moment qui prend cette place que prenait Xavier Woods avant, du gars très dominé dans le combat, très affaibli qui finalement arrive à faire le tag. C'est Kofi Kingston qui le fait. Je trouve ça plutôt pas mal parce qu'il va se retrouver face à Bobby Lashley. Bobby Lashley qui l'a exterminé lors de Money in the Bank, qui vraiment l'a détruit. Donc je trouve ça plutôt pas mal et j'aime bien aussi qu'on mette un peu plus en avant Xavier Woods qui va faire un super hot tag, qui va vraiment faire un super combat. Donc voilà, j'aime bien aussi cette nouvelle manière qu'a le New Day de se présenter, on va dire. Et Biggie, surtout Biggie qui va vraiment être le champion de la WWE qu'on veut voir, le champion face de la WWE qu'on veut voir, qui va être très entreprenant, très fort, très costaud, qui va avoir de superbes enchaînements avec AJ Styles. Ça c'est vraiment un combat que j'avoue j'aimerais bien voir, AJ Styles face à Biggie pour le titre de la WWE. Je ne sais pas si ça se fera ou bref, peu importe, mais c'est vraiment très intéressant ce qu'ils nous ont fait ces deux-là sur le ring, donc ça donne envie. Et finalement un Biggie trop fort qui va même faire le tomber sur Bobby Lashley. Ça c'est intéressant, c'est lui qui va donner la victoire à son équipe en faisant le tomber sur Bobby Lashley. Ça veut quand même dire, je sais pas si on va passer à autre chose parce que finalement on nous a annoncé que Biggie défendra son titre à Raw ce soir contre Bobby Lashley. Mais pour moi ça veut clairement dire que Lashley, il y aura ce match et ce sera terminé. Je pense que vraiment on ne verra plus Lashley dans la course au titre de la WWE pour le moment. Et c'est plutôt pas mal. Voilà, il faut un nouvel adversaire pour Biggie. Je ne sais pas qui. On aura sûrement une réponse demain. Mais voilà, en tout cas c'était un superbe opener je trouve. Les Usos défendent leur titre de champion par équipe de SmackDown face aux Street Profits. Alors, j'avais un peu de hype pour ce combat parce que c'est deux excellentes équipes et tu sens que ça peut vraiment aller très loin entre ces deux équipes-là, que ça peut nous faire un remake de New Day Uso, c'est-à-dire vraiment d'excellents combats qu'on va se souvenir. Mais j'avoue que j'ai un point négatif qui va faire que je suis moins investi dans le combat. C'est le fait qu'on va jouer sur le fait que Montez Ford est blessé. Voilà, il a affronté Roman Reigns à SmackDown, donc il est
blessé, il est diminué, ce qui fait que ce n'est pas lui qu'on va le voir le plus souvent sur le ring, ce n'est pas lui qui va forcément briller sur le ring, c'est plus Angelo Dawkins. Et Angelo Dawkins est un bon catcheur, il n'y a rien à dire, mais ce n'est pas Montez Ford. Et ce qui fait qu'il fait vraiment une bonne performance en solo. Angelo Dawkins, je trouve vraiment qu'en solo, il va bien gérer. Mais j'ai pas ce petit truc que j'ai avec Montez Ford. Tu vois, le petit truc en plus, ça ne s'explique pas. C'est juste Montez Ford, voilà, c'est vraiment quelqu'un d'assez extraordinaire. Et voilà, j'ai pas ce petit truc en plus. Ce qui fait que j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans. Finalement, Montez Ford va bien rentrer dans le combat au fur et à mesure, va nous sortir comme d'habitude ces splashs qui vont à 32 mètres de haut. Et ça donne un bon combat au final. Bien évidemment, le combat est bon. Je vais pas vous dire que c'était un mauvais combat, faut pas abuser non plus. Mais c'est vrai que je ne suis peut-être pas rentré dans le combat comme beaucoup le sont. Parce que finalement, j'ai vu les avis sur les réseaux et les avis sont plutôt très positifs. Moi, c'est positif. Mais voilà, c'était pas incroyable selon moi. Finalement, les Usos, avec leur double splash, vont remporter ce combat. Je ne sais pas si ça va continuer parce que voilà, il y a les drafts, il y a la draft qui va arriver, donc on ne sait pas quelles équipes vont rester à Raw, à SmackDown, ça on ne sait pas. Donc voilà, on ne sait pas si ça va durer. Charlotte Flair défend son titre de championne de Raw face à Alexa Bliss, un match que j'attendais vraiment parce que la feud était intéressante, était bien amenée selon moi. Donc j'étais investi dans cette feud et j'avais envie de croire à une victoire d'Alexa Bliss. Et c'est aussi le but. C'est-à-dire que si la feud arrive à t'investir derrière un face, c'est qu'elle est bien faite la plupart du temps. Et là pour le coup je l'ai trouvée bien faite. Donc on a ce match et surtout on a une Alexa Bliss qui va être très appréciée dans ce public de Columbus si je ne me trompe pas. Je crois qu'elle vient de là-bas, il me semble. En tout cas, elle va vraiment être très acclamée. Le public va vraiment être derrière elle, ce qui rajoute vraiment quelque chose au combat. Comme d'habitude, je le dis, mais le public c'est quand même 50% des choses. C'est-à-dire que si le public est investi, toi à la maison tu t'investis. Vraiment, ça fait quand même une partie du travail et là le public a bien fait son boulot. Et c'était un super match, c'était vraiment un super match. J'attendais de voir cette Alexa Bliss sur le ring face à Charlotte Flair. Je crois qu'on l'avait vu qu'une fois, vous me l'avez rappelé, je crois, on l'a vu qu'une fois sur le ring, ce Alexa Bliss Charlotte Flair. Et surtout, on voit très peu Alexa Bliss dans des combats de 10-15 minutes, dans des combats très compétitifs. Et là, pour le coup, je trouve qu'elle a été à la hauteur, elle a été au niveau. Bien évidemment, c'est toujours Charlotte Flair qui brille parce que ça reste Charlotte Flair qui mène la danse, qui est la maître du ring, la générale du ring, bien évidemment. Mais je trouve qu'Alexa Bliss a bien suivi. Pour une fois, je ne sais pas si vous connaissez cette prise, le code Red. Vous savez, une sorte de... Je ne sais pas trop comment l'appeler, mais elle s'accroche à Charlotte Flair et elle fait une sorte de roulade sur elle-même pour projeter Charlotte Flair sur le sol. Pour une fois, le code Red est bien amené. D'habitude, il vient de nulle part. Là, pour le coup, il y a une belle combinaison et le public est investi dans cette combinaison-là. Parce que d'habitude, le code Red, tout le monde s'en fiche parce qu'il vient de nulle part. Et pour une fois, il est bien amené. J'ai un problème, bien évidemment, avec la fin de combat qu'on voit venir à des kilomètres. C'est-à-dire que Charlotte Flair va prendre la poupée, va prendre Lily, va la jeter à la tête de Alexa Bliss, va un peu la narguer avec. Ce qui va distraire Alexa Bliss et Charlotte Flair va bien sûr en profiter et remporter ce combat. Fin ultra facile, vraiment, ils sont pas emmerdés avec cette fin. C'était très facile à faire et pas très bien fait, tout simplement. Et la suite vraiment est assez catastrophique avec finalement Charlotte Flair et Alexa Bliss qui vont se frapper, qui vont se prendre la tête et une Alexa Bliss qui va être toute seule sur le ring avec Lily et qui va crier, qui va pleurer, qui... Je comprends pas. Je ne comprends pas où ça veut aller, le pourquoi du comment on fait ça, qui va même comme si elle allait vomir du liquide blanc. On comprend rien à ce qui se passe, vraiment. Bizarre. Et encore une fois, c'est pas le côté surnaturel là dans la gimmick d'Alexa Bliss, dans ce qu'a fait Alexa Bliss qui m'a intéressé, c'est sa performance in ring. Et dès qu'on vient sur le côté surnaturel après le combat, et c'est pas bon et Alexa Bliss donne tout, vraiment, elle y met tout son cœur, ça se voit dans son acting, mais non, ça ne marche pas, je sais pas, on verra bien où ça va nous mener, à Raw, ils vont sûrement en parler, mais moi ça ne m'a pas plu du tout. Damien Priest défend son titre de champion des États-Unis face à Sheamus et Jeff Hardy, match que j'attendais énormément là aussi parce que on a eu que des bons matchs entre ces trois là et c'est aussi pour un titre mineur entre guillemets mais qui est plutôt bien mis en avant avec Damien Priest. Donc voilà, c'est un match qui m'intéresse. Là aussi le public va jouer un gros rôle dans ce combat parce que
ça va être du grand n'importe quoi avec Jeff Hardy. C'est-à-dire que Jeff Hardy va juste marcher, le public va applaudir. Vraiment, c'est assez fou l'ambiance qu'ils mettent. Euh, c'est dingue, c'est juste fou. Et encore une fois, ça rajoute quelque chose à ce combat parce que toi aussi, tu te mets à y croire, tu te mets à être à fond derrière Jeff Hardy. Bon, j'avais pas besoin, je pense qu'on n'avait pas besoin d'avoir le public pour être à fond derrière Jeff Hardy, mais le public rajoute encore une fois quelque chose et ça fait énormément plaisir. Et en plus, le match est très très bon. Vraiment, on a un très bon combat. Je vais parler tout de suite du botch du combat. Alors, il y en a peut-être deux. T'as Damien Priest à un moment donné qui va glisser quand il est sur le tablier du ring, quand Sheamus le frappe. Bon, c'est pas très grave. Et surtout, t'as le botch du Twist of Fate raté. Voilà, c'est pas terrible. J'avoue que c'était assez moche, assez gênant sur le coup parce que ça met du temps. En plus, c'est très très long. Mais franchement, ce serait de la mauvaise foi de retenir que ça et de ne pas retenir le bon combat qu'on a eu, de retenir l'excellent combat de Jeff Hardy. Vraiment l'excellent combat de Jeff Hardy qui est en forme. Et oui, Jeff Hardy est en forme, hein, donc il faut arrêter avec ces non mais Jeff Hardy il est vieux, vous voyez bien il a du mal à marcher, il est fracassé dans tous les sens, dû à sa carrière, à ce problème de dos, on peut plus rien faire avec Jeff Hardy, faut arrêter avec ça, vraiment faut arrêter, et moi j'en suis persuadé qu'il y a encore quelque chose à faire avec Jeff Hardy, quand je vois la réaction du public pour Jeff Hardy, comment tu peux te dire qu'il n'y a rien à faire avec Jeff Hardy? Je suis désolé mais c'est quelque chose que je répète assez souvent, mais là ça valide mon propos. Vraiment, ce show et ce combat-là, ça valide vraiment mon propos. Bref, ça se termine bizarrement, là aussi, avec un Damien Priest qui va gagner par roll-up sur Sheamus. Il n'aurait pas pu gagner en faisant son finish sur Sheamus. Non, on lui met un roll-up et Damien Priest et finalement Jeff Hardy qui vont se serrer la main, qui vont presque fêter la victoire ensemble. C'est assez particulier quand même. Là aussi, on verra bien au niveau des drafts ce que ça va changer, est-ce que Jeff Hardy sera encore dans la course au titre des États-Unis ou non, comment ça va changer, on verra bien, mais en tout cas j'ai vraiment apprécié ce combat. Le match que j'attendais le plus avec le main event, Becky Lynch qui défend son titre de championne de SmackDown face à Bianca Belair. Donc comme je le dis, c'est un match que j'attendais énormément. Le public aussi, parce qu'encore une fois, je vais revenir dessus, mais le public est en feu, le public chante pour Becky, chante pour Bianca, le public est assez partagé au final, même si au fur et à mesure du combat, au fur et à mesure que Becky Lynch fait des moves de heel, vraiment, elle va s'en prendre aux cheveux de Bianca Belair, ce qui fait que le public aime pas trop ça, donc le public va vraiment se retourner à fond contre Becky Lynch, et c'est ce qu'on veut aussi, c'était le but, clairement. C'était fantastique. Et j'ai pas peur de dire fantastique parce que c'était au-delà de mes attentes. Vraiment, j'attendais énormément de ce combat. Je sais que depuis quelques semaines, elles s'affrontent en live event. Vous savez, ces shows qui ne sont pas télévisés. Donc j'avais espoir que ces matchs servent d'entraînement, servent d'échauffement, voilà, pour leur combat à Extreme Rules. Et clairement, ça a bien servi. Ça a bien servi parce que grosse alchimie entre ces deux-là. Alors je ne sais pas si c'est de l'alchimie naturelle ou quelque chose qui a été travaillé justement ces dernières semaines. Mais c'était fluide à mort. Vraiment, il n'y a aucune fausse note. Il n'y a aucune approximation. Il y a rien. C'est difficile à expliquer, mais vous savez, ça allait à gauche, à droite. Ça se frappait, C'était fluide. Vraiment, le mot c'est fluide. Il n'y a pas de mauvais moment. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a rien, c'était parfait, vraiment parfait. On va revenir sur la fin de combat après qui là va faire débat, mais le combat en lui-même, la prestation de Becky Lynch aussi, parce qu'il faut revenir sur la prestation de Becky Lynch qui en pay-per-view du coup n'a pas de combat depuis plus d'un an, on revient comme ça, gros match en pay-per-view face à Bianca Belair, elle te sort un combat incroyable. Vraiment, j'ai adoré la performance de Becky Lynch qui va en plus super bien vendre les coups de Bianca Belair. Vraiment, elle vend bien les coups. Et là aussi, c'est très important. On n'en parle pas assez, mais quand tu vends très bien, c'est très très important et ça rajoute aussi quelque chose au combat. Donc vraiment, le combat était excellent. J'ai adoré. Jusqu'à la finalité, finalement. Finalité, finalement, c'est très malin ça. Où Bianca Belair allait peut-être remporter ce combat, c'est-à-dire qu'elle allait porter son finish d'une manière assez impressionnante d'ailleurs, mais Sasha Banks va faire son retour et va s'en prendre directement à Bianca Belair, donc disqualification.
Sacha Banks qui va attaquer violemment Bianca Belair et qui va ensuite attaquer violemment Becky Lynch. Voilà, elle attaque vraiment les deux. Content de voir Sacha Banks, très content de revoir Sacha Banks qui est de retour et elle nous avait tous manqué. Mais est-ce que c'était le bon moment? Alors, d'un côté, ça protège Becky Lynch, ça protège Bianca Belair, clairement, parce que t'as pas de fin à ce match, t'as pas de gagnant réellement. Et d'un côté, bah, tu voulais quand même une fin. Le combat était tellement bon que tu voulais une vraie fin. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Sacha Banks a dit qu'elle allait être là à SmackDown pour s'expliquer, pour parler à Becky Lynch et Bianca Belair. Là aussi, on ne sait pas ce que va faire la draft, hein, les séparer ou non, on ne sait pas. Mais voilà, cette fin est quand même un tout petit peu frustrante vu le super combat qu'on a eu. Le main event, le match le plus attendu par tout le monde, j'ai envie de dire. Roman Reigns défend son titre Universal face à Finn Balor, face au démon Finn Balor plutôt. Déjà, superbe entrée du démon, vraiment c'était magnifique là aussi, vraiment très joli encore une fois avec les fumées, avec ses lumières. Là pour le coup, aucun problème de production de la part de la WWE, c'est très joli, c'est très bien fait. Le combat, bah, c'était quelque chose là aussi. Je rappelle que c'est un match Extreme Rules, donc pas vraiment de règles, hein, tu peux frapper avec n'importe quoi. La seule règle, c'est de faire le tomber sur le ring. Et c'était cool parce qu'ils ont ramené des kendo. D'ailleurs, le démon qui va ramener ses kendo à lui, c'est-à-dire que c'est plusieurs kendo attachés. C'était cool comme moment d'ailleurs parce qu'il se relève un peu de nulle part. On le voit de l'autre côté du ring, il se relève et là, ces kendo là, le public a très très bien réagi. Et donc ça va se frapper avec ces kendo. D'ailleurs, le dos de Roman Reigns va être assez marqué pour le coup. C'est assez rare qu'il soit aussi dominé, Roman Reigns, parce que finalement, les temps de domination vont être pour une fois assez partagés. On a l'habitude d'avoir un Roman Reigns qui domine, jusqu'au moment où finalement le face se relève au dernier moment. Là, pour le coup, non, c'est plus partagé, parce que c'est le démon, il est un peu plus agressif, et un peu plus fort, tout simplement. Et donc, Reigns qui a un peu plus de mal. On va même avoir de la brawl, de la bagarre dans le public. D'ailleurs, Roman Reigns qui va porter un masque. Alors, premier degré, je ne sais pas si c'est un masque, bah, tout simplement parce que lui, il a eu des problèmes de santé. Et voilà, pour être sûr à 100%, il met ce masque. Voilà, pour être sûr à 100%. Et en même temps, bah, dans la storyline, dans le personnage de Roman Reigns, ça peut faire sens en mode, je mets ce masque. Je n'ai pas envie de respirer votre air, je n'ai pas envie d'être contaminé par des gens comme vous. Voilà, ça peut fonctionner aussi. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt bien. J'ai adoré à certains moments les moments où tu crois vraiment que Roman Reigns ou Finn Balor va l'emporter. Ça arrive plein de fois dans le combat, surtout une particulièrement où vraiment je suis en mode je me suis presque levé de mon canapé. Vous savez, tu as ce moment où tu te rapproches un peu plus de ton canapé, où tu deviens un peu plus sérieux dans l'action, tu sais, où tu es encore un peu plus focus qu'à l'habitude. C'est arrivé quelques fois dans ce combat. Finalement, quand Balor allait peut-être l'emporter, les Usos sont intervenus. Fallait s'en douter, c'était un match Extreme Rules, donc fallait s'en douter. Mais le démon est trop fort. Le démon est trop fort, arrive à se dépatouiller, à s'en sortir, à passer un des Usos à travers la table des commentateurs. Et il y a ce spear de Roman Reigns impressionnant. Roman Reigns qui va porter un énorme spear sur Finn Balor à travers la barricade. C'était incroyable, bien produit là aussi, bien réalisé parce qu'on ne va même pas voir Reigns arriver. C'est-à-dire qu'on a un focus sur Balor et t'as Reigns qui arrive comme un train qui détruit Balor. Très 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 impressionnant. Et tu as sûrement peut-être l'un de mes moments préférés de l'année du côté de la WWE. Et je n'ai pas peur de le dire. J'ai eu des frissons. Vraiment, j'ai eu des frissons à ce moment-là. Où les deux sont au sol, les deux sont KO. Et tu as cette lumière rouge avec les battements de cœur du démon. Et tu as ce démon qui se relève comme ça, qui en mode non, je n'ai pas peur, je n'ai pas mal, je suis invincible. C'était incroyable, j'ai adoré, c'était fou. Reigns qui va passer à travers la table, enfin à travers une table. D'ailleurs, le public qui réclamait des tables depuis le début du show et Reigns qui en a joué, qui n'a pas voulu en donner. Et finalement, voilà, on a eu des tables. J'espère que le public a été content. Et le moment le plus improbable du show de l'année, j'ai envie de dire, Balor qui veut porter son coup de gras du haut de la troisième corde. Il commence à patienter, je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Tu sens qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais quoi? Tu ne sais pas. Et finalement, les cordes vont lâcher. Oui, les cordes vont lâcher. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi, aucune idée du pourquoi, du comment. Les cordes vont lâcher, Balor va être surpris, va tomber. Reigns va en profiter, Spear
1, 2, 3. Victoire de Roman Reigns qui conserve son titre. Cette fin va faire parler. Cette fin, on est quelques heures après le show et je l'ai toujours pas digéré. Vraiment. Et ça peut être considéré comme quelque chose de bien écrit, c'est-à-dire qu'on protège encore une fois Balor, on protège le démon avec ces cordes qui lâchent. Mais c'est tellement frustrant. Alors je ne sais pas si c'est de la bonne rage ou non, mais c'est tellement frustrant. J'espère qu'on aura des explications sur le pourquoi du comment ces cordes ont lâché. Je l'espère quand même, parce que c'est un moment très important. Voilà, peut-être que c'est Paul Heyman qui, au fur et à mesure, qui avant le combat, je ne sais pas, a décidé de relâcher les cordes. J'en sais rien, je ne sais pas ce qu'ils vont trouver. Mais c'est quand même particulier. Et ouais, j'y ai cru. J'y ai vraiment cru à cette victoire de Balor. Donc un peu la haine, mais je vais quand même retenir que c'était un excellent main event. Bilan de cette Extreme Rules. Si je dois parler en termes de catch pur, on s'est régalé. Vraiment, on a eu d'excellents combats. Les catcheurs ont été tous au niveau, même au-dessus de leur niveau habituel. Donc c'était vraiment ce ring très très bien, très très cool. En plus, comme je l'ai dit, mais le public était présent, a bien répondu présent. Donc vraiment, j'ai rien à dire là-dessus. Mais encore une fois, le booking des matchs, le booking des fins de match, et c'est quelque chose qu'on dit quasi à chaque pay-per-view. Ça ne va pas, il y a trop de trucs qui ne vont pas. Si tu fais un booking de match qui est, allez, particulier, si t'en fais un dans la soirée, pourquoi pas. Mais si t'en fais 2, 3, 4, ça commence à faire beaucoup et c'est à chaque fois la même chose. Donc on est lassé, on est vraiment lassé. Mais ce que je retiens quand même, c'est que, eh ben, on le sait, mais les superstars de la WWE sont au niveau. Voilà, ce n'est pas un problème de niveau de superstar, de qualité de superstar. C'est vraiment un problème de booking, encore une fois, parce que le public a été investi, même avec ces problèmes de booking là. Donc c'est que le public aime ces superstars là, c'est que ces superstars là sont très très bonnes dans ce qu'elles font. Bon bref, si je dois donner une note, je mets 6,5. 6,5 allez. Parce que j'ai pas envie non plus de mettre trop bas, parce que les matchs ont été dans la plupart du temps excellents et c'est vraiment juste le booking, la fin des combats qui a laissé à désirer. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Voilà, nous on se retrouve dès demain pour ma review de Raw. Salut, salut.